Quand on refuse, on dit non, chapitre 3, troisième partie. Les tueurs arrivaient chez lui dans sa villa. L'officier qui commandait le détachement de tueurs du haut d'un char d'assaut s'adressa aux militaires chargés de la sécurité du général Kay. Il leur demanda de se rendre. Sur sa parole d'officier, il leur garantissait la vie sauve. Les gardes se laissèrent désarmer. Il fut massacré comme tous les habitants de la villa jusqu'aux enfants. Les petits-enfants et les petits-neveux de Gueye furent exterminés. Sa femme avait réussi à faire le mur grâce à une échelle. Elle n'avait pas pu enlever l'échelle. Elle s'était réfugiée dans un fossé. Un tueur monta par l'échelle et la zigouilla dans le fossé. En tout, 19 tués. Il ne fallait pas laisser de témoins, il fallait tuer dans l'anonymat en catimini comme les Dioula. Les tueurs se dirigeaient ensuite vers l'évêché. Le cardinal Acré était absent. Il accompagnait le président Gbagbo dans son voyage à Rome. C'est donc le vicaire qui les reçut. Il leur garantit que le général Gueye n'était pas à l'évêché. Dès leur départ, le vicaire téléphona au cardinal pour demander des instructions. Il les attendait encore quand, à sa surprise, il entendit Radio France Internationale annoncer que Gueye s'était réfugié à la cathédrale. La suite ne se fit pas attendre. Les tueurs revinrent sur leurs pas, pénétrèrent de force dans la cathédrale et s'emparèrent du pauvre général. Ils jurèrent au vicaire sur leurs paroles de chrétiens que Gueye aurait la vie sauve. À 4 kilomètres de là, près de la clinique Sainte-Marie, ils le zigouillaient. Pas de témoins. Tués dans l'anonymat. Qui avait informé RFI de la présence de Gueye à l'évêché? Le vicaire fut formel, il n'avait informé que le cardinal. À bord d'un 4x4 sans numéro d'immatriculation, la caravane infernale se dirigea ensuite vers la résidence de Ouattara, l'opposant de toujours. Heureusement, celui-ci et sa femme avaient fait le mur et s'étaient réfugiés à l'ambassade d'Allemagne, contiguée à leur domicile. L'expédition des tueurs chez les Gueye s'était soldée par la mort de 19 personnes. Le massacre avait été tel que Gbagbo et sa femme organisèrent pour le repos de Gueye et de sa famille une messe officielle à laquelle assistèrent les ministres et tous les responsables ivoiriens. Au cours de la messe, Gbagbo et sa femme eurent de la peine à retenir leurs larmes. Les jours suivants, les tueurs, toujours l'entourage du président et surtout le groupe ethnique, se lançaient à la poursuite des adversaires politiques de Gbagbo et des Dioula dans tous les recoins d'Abidjan et de toutes les villes sous le contrôle des loyalistes. À la poursuite des Dioula et de tous les symboles Dioula, ils tuaient tellement d'imams. Les imams sont les chefs religieux Dioula, que lorsque Koudous, le président du Conseil national islamique de Côte d'Ivoire, tomba malade, Gbagbo se crut obligé de payer Dada l'évacuation sanitaire du patient sur un important hôpital de Paris. Cette expédition des tueurs cagoulés la nuit en 4x4 non immatriculés sema la panique parmi les adversaires politiques de Gbagbo et les quatre Dioula. Ils quittaient en masse et en catastrophe la Côte d'Ivoire pour se réfugier à Dakar, au Burkina, à Conakry et surtout en France. Le soleil était arrivé au point de la troisième prière. Nous avions beaucoup marché et nous étions fatigués. Il fallait prier et se reposer. C'est ce que nous avons fait. Moi, petit Birahima, j'ai tout enregistré, tout ce que Fanta a sorti de sa tête merveilleuse. Pour mon brevet, mon bac et ma licence, on m'interrogera sur tout et je répondrai comme un vrai fortiche incollable qui répond à toutes les questions. Le président Gbagbo est un marin. Ces hommes tuent le général Gueye et lui et sa femme manquent de pleurer à la messe, sans blague. Ces hommes tuent tellement d'imams que lui, il se croit obligé de soigner leur chef pour que la Côte d'Ivoire ne manque pas d'imams. Sans blague. Yamokodei, putain de ma mère. Le village près duquel nous nous sommes arrêtés était un village baoulé au bord du lac de Kossou. C'était jour de marché et le village était en fête. Au moment de nous aligner derrière le chef de famille burkinabé pour accomplir notre troisième prière, un djoula du village s'est spontanément joint à nous. Après la prière et les salutations d'usage, nous avons demandé par curiosité pourquoi ce jour de marché était un jour de fête. Le djoula, avec un gros sourire, nous a expliqué que la fête était une réjouissance régionale qui se produisait chaque année dans un village de la région. La rencontre comportait plusieurs concours. La sortie des masques la nuit, le concours de danse la nuit, tout de suite la course cycliste et demain matin, la course à pied. Cette rencontre avait une origine lointaine, une grande importance régionale. Et le village qui l'accueillait
s'y préparait plusieurs années à l'avance. Cette année, c'était le tour de ce village baoulé et les habitants avaient fait d'importants sacrifices pour réussir une bonne fête. Et puis, la guerre était arrivée. Maintenant qu'il y avait un semblant de calme dans les opérations et que le pays semblait s'installer dans la division, les villageois avaient décidé de faire la rencontre quand même, pour ne pas perdre leur tour. C'est après de longues palabres que la décision avait été prise. Certains vieux du village ne l'avaient pas approuvée. Le djoula nous a fait remarquer que le soleil ne tarderait pas à se coucher et que la communauté musulmane du village se faisait le devoir d'accueillir tous les musulmans de passage. Avec insistance, il nous a demandé de passer la nuit au village. Le chef de famille burkinabé et Fanta ont accepté l'invitation avec plaisir et nous étions prêts à assister à la fin de la fête qui devait se poursuivre toute la nuit. Nous nous apprêtions à suivre le djoula, notre guide, pour occuper les cases qui nous seraient affectées pour la nuit quand, brusquement, est apparu dans le ciel un hélicoptère. Un hélicoptère, après mon dictionnaire, est un giravion dont les voilures tournantes assurent la sustentation et la translation lors du vol. Celui qui était dans le ciel était lourd, un genre de Sikorsky Igor, un lourd hélicoptère russe piloté par des mercenaires ukrainiens recrutés par le président Gbagbo. Arrivé à la hauteur de la fête, le lourd hélicoptère piloté par les mercenaires ukrainiens s'est arrêté, est monté plus haut, s'est arrêté de nouveau puis est descendu doucement en faisant un bruit d'enfer. Les fêtards d'abord effrayés se sont dispersés en s'enfuyant dans un sauve-qui-peut, mais à la façon dont l'hélicoptère se maintenait en un lieu, remontait et redescendait, les danseurs ont cru que les occupants, ceux d'en haut, étaient des reporters photographes. Les danseurs sont alors revenus, ont commencé à rassembler, à crier, à esquisser des gestes obscènes à l'endroit de ceux qui les observaient d'en haut. C'est quand il y a eu assez de fêtards rassemblés, de spectateurs, assez de danseurs gesticulants que les mitrailleuses à bord de l'hélicoptère se sont mises à tonner. Les lourdes mitrailleuses du lourd hélicoptère se sont mises à balayer, à faucher. D'après mes dictionnaires, faucher, c'est faire couper à l'aide d'une fox, peut-être une faux. En effet, beaucoup de fêtards étaient accouchés morts ou blessés, gravement blessés, coupés. Au bruit du mitraillage, ont succédé les clameurs, les cris lancés par les villageois affolés qui couraient dans tous les sens. La panique, l'épouvante, l'horreur, l'hélicoptère a poursuivi son mitraillage jusqu'au bout du village, puis il est revenu sur les danseurs, les musiciens et les instruments. Pendant ce temps, Fanta, plus rapide qu'une biche, avait couru pour se réfugier dans la forêt. Moi, bien qu'embarrassé par le boubou trop large et le calache, je me suis dépêché de la rattraper. Je courais aussi vite qu'un lièvre dans la forêt. Nous nous sommes blottis, cachés jusqu'à la nuit, jusqu'au clair de lune. Quand le clair de lune est arrivé, nous avons recherché notre chemin entre les pieds des arbres et les ronces. Miraculeusement, nous avons abouti à une route goudronnée, rien qu'à faire. C'était la route qui menait à Boaké, Faforo, Bangala de mon père. Nous avons ri aux éclats dans la nuit et nous sommes embrassés. C'était la première fois, Allah est la providence, il ne place jamais le bossu sur son dos. Nous avons d'abord constaté que nos compagnons burkinabés avaient suivi leur direction et nous la nôtre. Nous nous étions séparés sans nous dire au revoir. Ça, c'est la guerre tribale qui veut ça. Et moi, j'ai parlé, beaucoup parlé. J'ai dit à Fanta que Gbagbo avait eu raison de mitrailler les habitants du village baoulé au bord du lac de Kossou. Oui, on n'a pas idée de chanter, de danser et de festoyer pendant que toute la Côte d'Ivoire souffre de la guerre. Nous avons tous les deux marché en silence. C'était merveilleux de se trouver tous les deux, rien que nous deux, au clair de lune sur une route éloignée de toute habitation perdue dans la forêt. J'avais des ailes. J'étais content comme il n'est pas permis de l'être après le massacre des habitants. J'avais un secret que je conservais dans le ventre. En français, on dit dans le ventre, mais en français, on dit pas dans le ventre, mais dans le cœur ou dans la tête. J'avais un secret important à dire à Fanta. Dès le premier jour que nous avions quitté Daloa, je l'avais précieusement conservé dans mon cœur ou dans ma tête. Je m'étais préparé à répondre à toutes les questions qu'elle pourrait poser. Mon secret, je l'ai sorti d'une seule bouche.
On ne dit pas en français d'une seule bouche, mais d'un seul trait. D'un seul trait, j'ai déclaré, Fanta, je voulais demander tes mains à tes parents pour que tu sois ma femme. Alors là, elle a hurlé comme une hyène prise dans un piège, hurlé jusqu'à réveiller tous les oiseaux qui dormaient sur les branches dans la forêt. Et cette nuit-là, les oiseaux se sont mis à voltiger au-dessus de nos têtes dans la nuit au clair de lune. Alors, j'ai demandé à Fanta, pourquoi tu cries comme ça? Comme si on t'avait annoncé la mort accidentelle de ta maman. Mais petit Biraïma, est-ce que tu t'es vu d'abord avant d'avancer des choses comme ça? A-t-elle dit. Je me suis mis au milieu de la route. Si tu veux, je vais me débarrasser du boubou trop large pour moi. Au-dessous, tu verras un homme en chair et en os. Un homme musclé, ai-je répondu. Ce n'est pas ça. D'abord, je suis trop âgé pour toi. Le prophète Mahomet, notre guide à tous, s'est marié à une femme beaucoup plus âgée que lui. Tu n'auras jamais assez d'argent pour m'entretenir, ne t'en fais pas. Arrivé à Boaké, je vais te laisser chez ton oncle et rentrer aussitôt dans les enfants soldats qui sont venus du Libéria et qui écument l'ouest de la Côte d'Ivoire. Par le pillage, j'aurai du pognon, beaucoup d'argent d'après mes dictionnaires. Je pourrais avancer le prix d'un vieux baga, ici qui veut dire baka, une camionnette Renault de transport en commun. Avec un baka, on peut bientôt en acheter un deuxième et avec deux, marchander un troisième. Et ainsi de suite. Je deviendrai un patron comme Fofana chez qui je faisais l'aboyeur à Daloa. Je deviendrai riche comme Fofana. Je pourrai t'entretenir comme une vraie reine, une vraie grande dame. Attention, petit Biraïma. Pour qu'un couple fonctionne bien, il faut que l'homme et la femme aient le même niveau d'instruction. Moi, je dois aller au Maroc à l'université franco-arabe. Je serai licencié et toi, tu n'auras même pas eu ton certificat d'études. Fofana, le transporteur de Daloa, ne savait même pas signer de son nom. Il était aussi con que la queue d'un âne. Pourtant, sa troisième femme était une licenciée qui enseignait les mathématiques au lycée. Elle était sa préférée et ça marchait bien. Mais moi, je vais me contenter de mon niveau actuel pour te marier. Je vais passer mon certificat, après ça, mon brevet, après ça, mon bac et ensuite ma licence pour être digne de toi. C'est pourquoi j'ai bien enregistré tout ce que tu m'as appris sur la géographie et l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon. À ce moment-là, on verra. Quand tu seras licencié, je te répondrai. Non. Il faut que tu sois à moi avant ton mariage, ton voyage au Maroc. Il faut que tu veuilles de moi avant que tes parents acceptent mes colas de fiançailles avant le Maroc. Il faut que tu sois ma fiancée avant ton départ au Maroc. Là-bas, il y a beaucoup de baratineurs qui pourraient te détourner. Arrivons d'abord à Boaké où se trouve mon oncle chez les Malinqués. C'est l'oncle qui accepte ou refuse les mains d'une fille. À Boaké, tu pourras présenter ta demande à mon oncle. Nous avons poursuivi notre voyage tous les deux en silence au clair de lune sur la route goudronnée de Boaké. À un moment, il devait être très tard dans la nuit. Des nuages ont commencé à voiler la lune. Aussitôt, le vent s'est levé. Heureusement, nous étions à la hauteur d'un village. Rapidement, nous avons pu nous réfugier sous un hangar au bord de la route. La pluie était là. Une forte pluie apparut. Quand nous nous sommes réveillés le matin, nous étions plus loin de Boaké. Nous n'étions plus loin de Boaké et il y avait des bagarres pour Boaké. Ainsi s'achève notre chapitre. Qu'avons-nous retenu? Nous avons retenu que c'est un peu comme le prolongement de l'histoire qu'on avait lu. Allah n'est pas obligé. Lorsque le petit Biraïma était d'abord au Libéria et ensuite au Sierra Leone. C'est pratiquement dans la même continuité. Mais là, dans ce roman-là, il s'agit surtout de la Côte d'Ivoire, de l'affrontement entre loyalistes et rebelles. Il a un peu expliqué, il a planté le décor, il a un peu expliqué comment cela s'est passé. Et nous avons compris que de tous les opposants, sauf Bédié,
tous avaient leur mercenaire. En tout cas, on s'en tenant au dit de l'auteur. Selon l'auteur, chacun avait ses mercenaires, chacun luttait pour avoir le pouvoir. Il nous a détaillé dans ce roman comment chacun a fini, sauf bien entendu Alassane Ouattara, parce qu'il a parlé d'Oufoué, comment Oufoué a fini. Après, ensuite, Henri Konan Bédié, comme il a fini, et Laurent Gbagbo, le président Guèye et Laurent Gbagbo, comment ils ont fini. Et je pense que là, il ne s'oblige pas. Il nous a simplement dit comment ils ont fini et nous avons compris un peu l'origine de la guerre en Côte d'Ivoire. Nous avons compris que cette guerre-là avait déjà commencé depuis longtemps, mais de façon intellectuelle, intellectuelle. Que dis-je intellectuelle? Elle avait bien commencé, je voudrais dire plutôt, depuis bien longtemps, genre en 99, lorsque Bédié a pris le pouvoir. Avant 99, en 99, elle a commencé à faire les coups d'État. Nous avons appris plein de choses et nous avons aussi compris que entre ceux qui se révèlent être les Djoula en Côte d'Ivoire, beaucoup sont des étrangers, beaucoup ne sont pas ivoiriens d'origine, mais plutôt des étrangers qui voudraient acquérir la carte nationale d'identité ivoirienne de façon frauduleuse. Il a aussi fait cas du peuple de l'Ouest qui avait tout perdu, de leurs plantations, des terres qu'ils avaient données aux étrangers qui voulaient les reprendre. Et nous avons plus ou moins compris le déroulement de la crise en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire la guerre en Côte d'Ivoire. Et vous, comment avez-vous compris ce roman? Sur ce, je vous dis merci et je pense que nous allons mettre un point final à la saga Amadou Kourouma et passer à un nouveau roman pour la prochaine fois. Bye!